Je trouve que l'expression Sherlock Holmes de la photographie convient parfaitement à cet homme qui a dédié son existence entière à la photographie et à la photographie judiciaire. Vous me direz, les photographes judiciaires, il y en a beaucoup, des photographes de meurtres et de crimes, des photographes travaillant pour les archives criminalistiques, il y en a énormément. Je dirais que Reiss a ceci d'intéressant, c'est que non seulement, comme disciple de Bertillon, mais à mon sens il le dépasse, il en est un des protagonistes, mais qu'en plus, il est photographe. Et donc, cette exposition qui parle de la mort, qui parle du fait divers, qui parle de toute une série d'événements dramatiques, dépasse peut-être le cadre du fait divers, si on veut bien le regarder, parce qu'il y a d'abord une qualité photographique remarquable dans des scènes souvent difficiles, et que ces images sont aussi des images sociologiques. On voit comment les gens vivaient à l'époque, comment ils étaient habillés, quels étaient leurs intérieurs, intérieurs bourgeois, intérieurs pauvres, ils n'échappent pas au meurtre et au drame, mais aussi l'on voit ces objets qui sont photographiés d'une façon froide, clinique, et qui prennent un tour tout à fait conceptuel. Et je pense que l'intelligence de Daniel Girardin, quand il a organisé cette exposition, a été d'utiliser ces archives. Il a mis très très longtemps, il vous le dira, pour accéder à ces archives. Ce sont des archives qu'on n'expose pas d'habitude et pour cause, bien qu'elles aient maintenant plus de 100 ans. L'intelligence a été de les agrandir, de faire de ces photographies non pas des petits documents sur lesquels l'on se penche, mais d'avoir, par la qualité des photographies de cet extraordinaire Reiss, la possibilité de les agrandir et d'en faire au fond tout autre chose qu'une photographie de faits divers. Pour faire mon malin, hier, je me replongeais dans certains textes de Bourdieu, puisqu'on avait eu une conversation sur certains philosophes à partir de cela, et je me souviens de cette phrase de Bourdieu qui dit « Le fait divers fait diversion ». Et ici, ce fait divers ne fait pas diversion. Il est précisément le sujet, il permet de se reconcentrer sur les conditions de cette photographie. Donc je vous convie peut-être déjà maintenant à voir cette exposition avec Daniel Girardin qui va vous y guider. Je vous propose ensuite de passer voir l'exposition de Lara Gasparotto. Je salue la présence de Dries Roelens qui est son galeriste, la galerie Stiglitz 19, et qui l'a aidé. Le responsable des éditions Lano est également présent et je l'en remercie. Ensuite, nous irons voir l'exposition L'autre Misonne, et ce sera Amélie Van Liefering et Julien Libert qui vous guideront sur ces photographies d'un Misonne un peu différent, non pas le Misonne pictorialiste qu'on est tous habitués à rencontrer, mais un Misonne que l'on a appelé sans phare et sans retouche, un Misonne intime qui photographie ses proches, sa famille. Et je dois dire que la SBL Misonne, qui a été créée en 1987, avec qui nous avons déjà à plusieurs reprises collaboré pour l'exposition Misonne en passant, a fait un travail, Véronique Leclé, qui est ici présente, de scan absolument, de numérisation absolument incroyable sur ces archives, et qu'on a pu trouver là une série de documents absolument inédits, émouvants, qui sont une autre part de ce photographe. Et ensuite, nous verrons l'exposition Bruxelles à l'heure allemande, les clichés de Jimmy Bourgeois. Je cède la parole à Daniel Girardin. On le remercie encore. Merci, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, bonjour. On a 10 minutes, un quart d'heure pour faire le tour de cette exposition, mais je suis à votre disposition après pour les questions. D'abord, je voudrais vous donner le contexte de cette exposition. C'est une exposition dont le sujet est extrêmement difficile à présenter de manière subtile. Il y a un certain nombre d'écueils à éviter. Il y a deux écueils que j'ai voulu éviter absolument. Le premier, c'est le voyeurisme. C'est extrêmement facile, ces images qui sont très faciles à balancer comme ça au public. La deuxième, c'est l'obscénité. Les photographies de la police, les photographies scientifiques, ont cette particularité que, contrairement à tout ce que fait un photographe, c'est un paradoxe dans la photographie, elle ne doit rien cacher. C'est-à-dire que quand il y a un crime, il y a des photographies qui sont parfois d'une parfaite obscénité. C'est un sujet qui est assez difficile et j'y ai réfléchi très longtemps avant de trouver un concept d'exposition et ensuite de convaincre les responsables de l'Institut de police scientifique de pouvoir travailler dans les archives et de monter une exposition. Il faut savoir que cette archive, ce sont à peu près 10 000 photographies, on en présente 120 ici, donc 10 000 photographies, c'est un corpus énorme. Et puis la deuxième chose que je voulais éviter, c'est de raconter des histoires qui deviennent principales. C'est-à-dire que derrière chaque photographie, il y a souvent un drame, une tragédie, de la douleur, la mort. Et
je voulais éviter évidemment de raconter, je connais l'histoire parce que j'ai lu les dossiers d'instruction, c'est un gros travail, et je voulais absolument éviter de raconter l'histoire derrière parce que ce qui m'intéresse c'est la représentation, ce qui m'intéresse c'est la photographie et ce qui m'intéressait c'était d'en faire une exposition. Alors l'exposition est aussi difficile parce que il y a un seuil de tolérance face à la violence, à la mort, face au crime. Et j'ai fait beaucoup d'études, notamment avec mes collègues ou des stagiaires qui étaient chez nous, des visiteurs, pour comprendre qu'est-ce qu'on pouvait montrer et qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer. Moi, je suis conservateur de musée et j'ai travaillé longtemps dans ces archives et dans bien d'autres archives. À quelque part, mes limites à moi, elles sont beaucoup plus... Elles sont assez vastes, à quelque part. Donc j'avais de la peine aussi à saisir qu'est-ce qu'on peut montrer d'un sujet comme celui-ci au public. Mais j'ai commencé par sortir des quantités et des quantités de photographies, qui sont très 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 dures. Je les ai exposées par terre et j'ai fait venir beaucoup de monde, des collègues, des amis, des gens qui passaient au musée. Je me suis assis sur une chaise, dans un cadre de phénoménologie et perception, je me suis assis et j'ai observé les gens. Et j'ai vu... on voit un intérêt et puis ensuite une répulsion à un moment donné. J'ai calculé, j'ai étudié, savoir combien d'images dures peut-on mettre dans une exposition, dans un corpus, pour qu'il soit accepté. J'ai vu que c'était environ une image sur 10, 12 ou 15 à peu près. Donc j'ai respecté, si vous voulez, dans cette exposition, cette échelle de une image pour 10. Assez dur, disons, pour 12 images. Alors, j'ai quelques entrées à donner. Il y a d'abord une exposition comme celle-ci a d'abord un aspect existentiel. C'est une expérience face à la mort. Et Freud disait que face à la mort, chacun reste spectateur. C'est-à-dire qu'on ne s'approprie pas l'image. On reste à l'extérieur d'une image de mort, d'autant plus que ce sont d'images violentes. Rodolphe Archibald Reiss est un personnage clé dans toute l'histoire de la criminalistique. Donc la criminalistique n'est pas la criminologie, c'est pas la criminalistique, c'est l'étude scientifique des preuves et des indices. Alors aujourd'hui, on a un peu par hasard un phénomène qui est à travers la télévision et les experts a mis en évidence, et c'était intéressant parce que l'exposition, je l'ai montée au moment où il y a eu tous ces feuilletons sur les experts, et on a fait des colloques, on a fait des conférences avec les gens qui sont venus expliquer en quoi les experts, c'est quelque chose de... C'est résumé des années de travail, des fois en 10 minutes. Mais c'était très intéressant parce que ça a amené aussi un public à réfléchir par rapport à tout ça. Alors, Reiss, en 2 mots, c'est le théoricien de la criminalistique moderne. C'est-à-dire qu'après Bertillon, après une police du 19e siècle qui était une police à la Fouquet, c'est-à-dire des commissaires qui étaient à moitié des truands, qui travaillaient sur dénonciation avec des indices partout, Reiss, lui, amène, à travers son expérience et un livre qui est aujourd'hui une sorte de bible de la criminalistique, il amène un aspect scientifique. D'abord, la question des empreintes digitales. Bertillon était contre les empreintes digitales, pardon. Ensuite, le portrait, c'est-à-dire lui, il continue ce que Bertillon fait, sur un visage, lorsqu'il vieillit, lorsqu'il est maquillé, souvent on ne peut pas reconnaître, on confond, ce n'est pas une preuve. Donc il va très très loin aussi dans la manière de pouvoir qualifier, si vous voulez, les caractéristiques, mais il met en place un protocole, qui est un protocole qui existe encore, même si aujourd'hui les moyens sont différents. C'est un protocole face à une scène de crime, c'est-à-dire on va du général au particulier. Vous verrez dans l'exposition, c'est une chose qui m'a aussi beaucoup intéressé, on a des scènes de crime, vous verrez, qui sont des scènes générales, et puis on arrive à des photographies, de la microphotographie, la macrophotographie, vous verrez, avec des indices qui sont minuscules. Vous verrez des petites pinces, qu'on appelle chez nous des pinces Bruxelles, mais je pense que vous appelez ça autrement, des pinces épilées. Ça vous donnera l'échelle et la dimension. Alors il y a dans cette exposition un aspect intéressant par rapport à la police, il y a un aspect documentaire que soulignait Xavier Cannon, parce que ce sont les seules photographies que nous possédions d'intérieur de gens pauvres à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Aucun photographe n'allait faire un travail, quasiment. Il y en a quelques-uns qui restent dans l'histoire de la photographie, mais là vous avez tout à coup l'intrusion dans des intérieurs, et on voit que là c'est en Suisse, et on voit ici des intérieurs. Il y a un aspect documentaire assez fascinant. Il y a un aspect esthétique qui m'a aussi beaucoup intéressé, et
Xavier Xanon l'a souligné tout à l'heure, j'ai fait faire des grands tirages, style galerie. Alors, on a beaucoup discuté de ça. Pourquoi? Alors, d'abord, c'est une manière de pouvoir présenter cette photographie sous son angle esthétique. Aujourd'hui, ces photographies ont aussi une proximité avec le public. Elles n'ont jamais été montrées, mais tous d'entre vous qui les voient se retrouvent dans ces scènes. Pourquoi? Parce que ce sont des scènes qui ont été utilisées par le cinéma. Donc le cinéma a investi le phénomène du crime après le 19e siècle. Au 19e siècle, toutes ces photographies de crimes dits crapuleux sont publiées. Beaucoup sont publiées, notamment par la police dont je parlais tout à l'heure, qui avait des indices. Elles sont publiées pour montrer les succès de la police, mais pour aussi montrer d'une manière montrer la crapule. Hein. C'était l'idée. Donc, contrairement à une idée reçue aujourd'hui, les photographies n'étaient pas celles-ci dans cette expression, mais les photographies de crimes étaient largement publiées dans les journaux de pouvoir. Un deuxième aspect, les corps étaient exposés. Vous pouviez aller jusqu'en 1906, sauf erreur, à Paris, à la morgue, avec les familles le dimanche pour aller voir les cadavres. Déjà pour voir si vous connaissiez quelqu'un, mais ensuite on montrait les cadavres. Il y a eu des exécutions publiques jusqu'à la fin du 19e siècle, en France notamment, mais ensuite c'est le cinéma qui prend le relais. Donc ces images qu'on voit, on les connaît beaucoup par la fiction et par le cinéma. Et cet aspect-là m'intéressait beaucoup, c'est-à-dire qu'on a ici une représentation, et c'est une représentation qu'on ne voit d'habitude pas parce que ces photographies ne sont pas accessibles au public pour toutes sortes de raisons que j'expliquais tout à l'heure. Ce sont des dossiers d'instruction, c'est des histoires très, très personnelles. Et là, pour casser cet aspect, j'ai décidé de faire des grands tirages à partir de plaques qui sont des plaques d'une qualité phénoménale. Ce sont des plaques de grand format, 45 par 40, 50 par 50. Une fois qu'elles ont été numérisées et que nous avons fait des tirages, vous voyez la qualité. Si vous regardez un tirage comme celui-ci, ou comme celui qui est derrière, enfin tous les tirages, il y a une qualité d'image derrière qui est tout à fait extraordinaire. Donc ça c'est l'aspect, je parlais de l'aspect existentiel, l'aspect formel, c'est-à-dire la plastique, il est aussi conceptuel. Vous verrez des photographies qui sont des photographies de preuve, mais qui sont aujourd'hui montrées de manière isolée, sont très conceptuelles. Elles ressemblent beaucoup à ce qui se fait aussi dans la photographie contemporaine. Donc c'était un lien qui était intéressant à montrer, un lien qui était intéressant à donner. Et puis il y a un aspect politique dans ces photographies, il y a un aspect sociologique, un aspect politique, parce que vous verrez, uniquement en lisant les légendes, j'ai gardé des légendes extrêmement sobres, vous verrez qu'il y a des femmes qui meurent pour un avortement, il y a des assassinats, il y a des suicides, il y a beaucoup de suicides, et puis il y a des attentats aussi. La Suisse est un pays, ou en tout cas était un pays d'asile, j'ai presque honte de dire que malheureusement ça ne devient plus. C'était un pays d'asile, et au XIXe siècle, il y avait énormément d'anarchistes russes qui sont venus en Suisse, il n'y avait aucun papier à déposer. Et les anarchistes ont commencé, vous verrez, il y a une partie intéressante, ont commencé, quelques-uns, à poser des bombes. Alors, il y a une bombe qui a sauté une fois, et il y a une fausse bombe, donc, qui sont photographiées par la police. Alors, les autorités politiques ont tout de suite pris contact avec les responsables anarchistes en disant, bon, voilà, soit vous arrêtez, et puis soit on vous expulse. Donc, il n'y a plus d'attentats. Par contre, les anarchistes ont fait beaucoup de fausses monnaies, et de faux chèques, et de faux titres. Et vous verrez, il y a un meurtre anarchiste, les bombes, mais vous verrez beaucoup enfin, on en a gardé une ou deux dans le il y a beaucoup de fausses monnaies. Pourquoi est-ce que les anarchistes faisaient de la fausse monnaie? C'était pas du tout pour s'enrichir, mais c'était pour couler le capitalisme. Ça veut dire que quand vous inondez le marché de monnaie, évidemment, aujourd'hui c'est les banques qui coulent le capitalisme, mais à l'époque c'était les anarchistes. Donc on a moins besoin d'anarchistes aujourd'hui. Mais alors vous verrez, dans l'anecdote, il y a tout un aspect politique et documentaire, sociologique, je dirais, sur le type de mort, le type comment les gens vivaient. Alors, à travers des dossiers d'instruction, on sort une photographie qui est dans un musée comme ceci et qui doit donner un peu ces ouvertures et ces possibilités de lecture de l'image, je dirais. Voilà, je vous propose que nous fassions peut-être le tour de l'exposition. Vous verrez dans l'exposition de l'accrochage, nous avons mélangé les sujets. Vous avez parfois des scènes de crime, parfois des indices, et avec ces images qui deviennent
parfois, en tant que telles, les images d'une esthétique et d'un formel tout à fait remarquable. Je pense par exemple à cette image qui est derrière vous, sous nous, on a une photographie ici qui est loin de celle du drame du moment où elle a été prise. Alors ça, c'est aussi un phénomène sur lequel on réfléchit, et on réfléchit tous. Plus une photographie s'éloigne des circonstances dans lesquelles elle a été faite, plus elle s'esthétise. Il y a un phénomène d'esthétisation de la photographie, quel que soit le sujet. Et c'est une particularité qui est assez troublante dans la photographie de crime. C'est à la fois cette fascination pour l'image et cette répulsion, évidemment, qui existe en même temps. D'où une forte tension dans l'exposition que j'ai voulu exploiter, si on veut, cette tension sans dépasser la limite qui fait que la tension est telle qu'on refuse l'exposition. Alors voilà, j'espère que vous allez l'accepter, et que je propose de faire le tour avec vous. Je vous suis et puis je réponds volontiers à vos questions.